Chers amis, chers compatriotes comoriens, comme convenu, je vous avais donné rendez-vous à la date d'aujourd'hui, le 12 novembre 2020, 45 ans après l'admission des Comores aux Nations Unies, et c'est 45 ans depuis que notre nation, les Comores, sont reconnues comme une entité souveraine au sein du Conseil des Nations Unies. Et sur ce, mon intervention aujourd'hui s'articulera sur trois mouvements. Premièrement, je prendrai cette occasion de poser les éléments et présenter les faits et les événements qui se sont succédés dans les années 70 et qui nous ont menés aujourd'hui à ce différend franco-comorien au sujet de l'île comorienne de Mayotte. La deuxième partie de mon intervention portera sur le débat juridique qui oppose les Comores et la France au sujet de cette question. Et la troisième partie, je donnerai mon regard, ma vision sur le futur au sujet de cette question et éventuellement essayer, et ça commence. Et éventuellement, je répondrai à certaines questions qu'on m'a envoyées concernant cette question-là, le problème de Mayotte. Et premièrement, je vais commencer d'abord par citer une phrase prononcée par Seyd Mohamed Dianfar aux Nations Unies ce jour-là. Il a dit clairement ceci: les pourparlers engagés par le gouvernement comorien et français durant la première quinzaine du mois d'octobre 1975 sur le transfert des pouvoirs pour l'ensemble de notre pays ont dû être suspendus par suite d'un désaccord fondamental sur le caractère sacré et non négociable de notre intégrité territoriale. Cette phrase est importante parce qu'elle montre d'emblée le caractère sacré de l'intégrité territoriale des Comores et surtout particulièrement l'idée selon laquelle notre souveraineté sur l'île de Mayotte ne peut pas être négociable. Donc sur cette question, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord rappeler certaines choses. Sur les faits historiques, Mayotte est l'île de notre archipel et la première île qui est tombée sous la domination coloniale française, puisque, comme on le sait, ou comme certains l'ont déjà entendu, en 1841, l'île a été cédée à la France contre de l'argent de la part d'une transaction effectuée par un certain André Nansoul, qui est un héritier du royaume Sakalava, c'est-à-dire c'est un malgache du royaume Sakalava du Bouina, du nord de Madagascar, qui a fui sa région du nord de Madagascar à la suite de l'expansion de l'empire du royaume Merna de Radama vers les côtes malgaches. Ce qui veut dire que la question, déjà, ça me fait sourire, parce que la question de la présence des étrangers à Mayotte ne date pas d'aujourd'hui, donc il faudra qu'on s'y fait, qu'on s'y habitue, parce que nous sommes des îles, et éventuellement, ce qui caractérise nos îles, c'est les voyages entre les uns et les autres qui viennent d'une autre île vers l'autre, etc. Donc, cette question, on ne va pas se focaliser sur le caractère légitime ou pas de la transaction qui a été effectuée, la transaction de cette île cédée par un étranger à une puissance coloniale, à la puissance coloniale française. L'objet de notre intervention, c'est pas ça. L'objet de notre intervention aujourd'hui, c'est de poser l'ensemble des éléments et des faits historiques qui nous ont amenés jusqu'à la crise que nous connaissons aujourd'hui. Premièrement, après cette passation ou après cet acte de 1841, il va y avoir d'autres actes, notamment en 1886, avec 1886-1897, avec l'occupation des autres îles. Et après, il va y avoir le décret portant en 2012 ou en 1912, qui va consacrer le protectorat des Comores et l'amener carrément à aller l'accrocher avec Madagascar. Et désormais, on ne parlera pas des Comores, l'entité comorienne va se dissoudre
par rapport à Madagascar, mais à partir de ce moment-là, on parlera de Madagascar et dépendance. Et donc, à partir de ce moment-là, nous sommes en 1912. Madagascar, les Comores sont rattachés avec Madagascar. Et jusqu'en 1946, c'est à partir de ce moment-là, en 1946, que les Comores vont retrouver ce qu'on appelle une autonomie administrative. Désormais, à partir de 1946, les Comores deviennent une entité administrative reconnue. C'est à partir de ce moment-là, et là la question qui se pose, puisque le plus souvent on entend certains de nos frères mahorais dire que ils disent qu'on n'a jamais été comorien et que de toute façon, avant l'avènement de la colonisation dans notre région, on n'était pas ensemble. Effectivement, on n'était pas ensemble. Mais il ne faut pas l'oublier que Madagascar, voisine à côté, ça a été également la même situation, puisque si André Nansouli a cédé Mayotte à la France, c'était aussi, selon les explications qu'ils ont données, c'est aussi pour le mettre en protection, pour le protéger par rapport aux assauts de ses voisins qui voulaient faire des expansions pour récupérer Mayotte et dominer Mayotte. C'est exactement ce qui se passait de l'autre côté de la Grande Île. C'est pour cela d'ailleurs qu'André Nansouli a quitté sa Grande Île pour venir de l'autre côté, pour échapper et partir vers Nosibé et quitter Nosibé vers Mayotte, parce que tout simplement, on sait qu'à Madagascar, il y a eu les royaumes Merna dans le centre, dans les hauts plateaux. Il y a eu d'autres royaumes comme le royaume Betsinsaraka du côté de l'Est. Il y a également le royaume Betlé ou du côté de Finaransu. Il y a eu le royaume Sakalava d'Ubwina du côté de Majenga et il y a eu le Sakalava du Menabe du côté de la zone de Diego et le nord. Et donc, c'est au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire que le royaume Merna a voulu imposer son hégémonie et constituer l'ensemble et faire en sorte que l'ensemble de Madagascar devienne le royaume de Madagascar qu'on a connu un peu plus tard. C'est pour cela, c'est exactement comme ça que ça se passait également dans nos îles, puisque ce qu'on appelait les sultans batailleurs et tout ça, c'était tout simplement parce qu'il y avait aussi une envie de certains sultanats de dominer les autres et de faire en sorte qu'il y a un sultanat qui va régner dans l'ensemble de l'archipel des Comores. Donc, il y a jusque-là, c'est dans la normalité des choses, mais toujours est-il qu'à partir du moment où notre pays est ramené avec Madagascar, de 1912 jusqu'en 1946 avec l'obtention de ce qu'on appelle l'autonomie administrative, on est partis ensemble. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, l'entité administrative comorienne est unique. On parle des Comores, des territoires d'outre-mer des Comores, c'est-à-dire Mayotte, Anjouan, la Grande Comore et Moélie. Et il n'y a jamais eu de problème. Et que dans l'évolution de l'histoire, parce que je vais poser des dates pour qu'on se situe un peu dans l'évolution des événements, nous sommes en 1946. Et à partir de 1958, il va y avoir un événement majeur, puisque le 14 mai 1958, la Chambre de représentants des Comores va voter ce qu'on appelle la motion de transfert, du transfert de la capitale de Mayotte, de Dzaoudi, vers Moroni. C'est à partir de ce moment-là que les problèmes vont commencer dans l'ensemble de l'archipel des Comores. Parce qu'avant même, comme je l'ai dit, de 1946 jusqu'en 1958, il n'y a jamais eu un problème, il n'y a jamais eu des discussions ou il n'y a jamais eu une velléité sécessionniste de la part de nos frères mahorais, soit disant qu'on n'a jamais été ensemble et que désormais on ne veut plus être dans une même entité administrative avec les Comores. Ça n'a jamais été le cas. Mais c'est tout simplement à partir de la frustration du transfert, de la motion votée au mois de mai 1958 pour transférer la capitale de Dzaoudi vers Moroni que les problèmes ont commencé. Pourquoi? Et c'est tout naturel, c'est naturel. On le voit ici, par exemple en France, quand par exemple on change, il y a une garnison militaire ou bien il y a une entreprise qui ferme quelque part, les élus de la région ils sont préoccupés par cette situation et à partir de ce moment-là, ils demandent à ce qu'on investisse dans la région pour éviter la dégradation économique. C'est exactement ce que les Mahorais ont demandé au ministère français, mais malheureusement, il semblerait, selon les informations, selon la position mahoraise, ils disent qu'on ne l'aura jamais entendu sur cette demande-là. Par contre, j'ai lu, dans les archives que j'ai fouillées, j'ai lu une interview de Seda Souman, qui échangeait il était ministre de l'économie à l'époque, qui échangeait avec la mission parlementaire qui a été dépêchée au Comores dans le cadre de ce processus de l'indépendance.
et qu'il a expliqué que, malgré le transfert de la capitale, Mayotte a bénéficié d'une dotation qui était 3 fois supérieure de ce qu'il lui bénéficiait avant. Toujours est-il, je n'ai pas encore vérifié, ça reste la parole des hommes politiques. Les Mahorais disent qu'ils n'ont pas eu de compensation. Les Comoriens, les autorités comoriennes disent qu'il y a eu compensation. Dans tous les cas, ceux qui vont travailler dans ce domaine-là pour écrire des livres, ils vont pousser un peu plus, davantage le sujet. Mais à partir de 1958, comme je vous ai dit, il y a eu cet événement du transfert de la capitale et il va y avoir le 2 novembre, exactement, le 2 novembre 1958, Georges Naouda de Mayotte va organiser le congrès de Tsunzu, c'est ce qu'on appelle le congrès des notables de Mayotte. Les notables de Mayotte vont se retrouver à Tsunzu. Nous sommes en novembre 1958 et à partir de ce moment-là, ils vont discuter de comment ils vont défendre les intérêts de Mayotte. Et l'année suivante, en 1959, ils vont créer ce qu'on appelle l'UDIM, c'est-à-dire l'Union pour la défense des intérêts de Mayotte. C'est ce mouvement appelé UDIM qui deviendra plus tard, en 1963, qui se transformera en mouvement populaire mahorais sous la conduite du député Inoussa Bamana et Marcel Henry. Donc là, on est sur le processus des événements, on évolue un peu dans le cadre de ces événements-là. Et à partir de, comme on le sait, le 22 décembre 1961, il va y avoir la loi d'autonomie interne qui est votée. Et puis, à partir de ce moment-là, nous allons, en 1972, la Chambre des représentants des Comores va voter la motion de l'indépendance. Ils ont voté en 1972, c'était exactement le 23 décembre 1972, il y a eu le vote de la motion pour l'accession à l'indépendance des Comores. Et à partir de ce moment-là, les choses vont s'accélérer, puisque désormais, les Comoriens ont affirmé leur volonté d'accéder à l'indépendance par l'entremise de la Chambre des représentants. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir un événement majeur, puisque le 15 juin 1973, Ahmed Abdallah Abderrahmane, le président de la Chambre du Conseil plutôt, il va signer ce qu'on appelle les accords de Paris, les accords de juin. Il va signer les accords de juin avec M. Bernard Stasi, qui était ministre des Dom-Tom en France. Et ces accords de juin 1973 vont clairement dire deux choses. La première chose, c'est que la vocation des Comores à accéder à l'indépendance est acceptée par les autorités françaises. Et que dans cette vocation, le processus se fera par l'entremise d'un référendum et que dans ce référendum, l'approche sera globaliste ou globale. De toute façon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons consulter le peuple des Comores ou les populations des Comores, comme ils l'ont écrit dans la loi qui suivra plus tard. Nous allons consulter la population des Comores ou les populations des Comores sur son destin. Est-ce que ces populations acceptent de rester dans le giron français ou bien ils souhaitent y aller vers leur indépendance. Et quelques mois après, il va y avoir ce qu'on appelle la loi du 23 novembre 1974. C'est cette loi du 23 novembre 1974 qui va poser la question de l'organisation du référendum du 22 décembre 1974. Mais avant d'arriver à ce point-là, je voudrais revenir sur les accords de juin. Sur les accords de juin, il y a eu deux éléments. Premièrement, c'est la vocation de la nation comorienne ou du peuple comorien à accéder à l'indépendance dans une approche globaliste, c'est-à-dire dans une approche qui consistera à considérer l'ensemble des résultats comme parce que nous allons procéder à un référendum et que les résultats d'un référendum dans une entité administrative quelconque, il faudra qu'il soit global. Mais il y a eu d'autres faits, et un deuxième élément, qui n'avait pas mis tous les Comoriens, d'accord tous les Comoriens. C'est-à-dire que dans les accords de juin, Ahmed Abdallah a négocié avec Bernard Stasi la question de ce qui va suivre après. Pour les accords de juin, à partir du moment où les Comores vont accéder à l'indépendance, l'Assemblée des représentants aux Comores doit se transformer automatiquement en Assemblée constituante, ils vont désigner, Ahmed Abdallah sera désigné chef de l'État comorien. Et ça, par contre, l'opposition comorienne n'était pas d'accord.
D'ailleurs, dans le cadre des archives, j'ai consulté beaucoup d'archives où il y a eu des échanges, que ce soit un document qui a été écrit par Mouzawa, des entretiens faits par les représentants du Molinaco, un document qui a été soumis par Ali Swali au nom de Ouma, et un document et aussi des échanges de Abdoubakar Bouana et les autres du mouvement du PEC, et même des interviews de Prince d'Ibrahim, etc., etc. Mais dans tous les cas, c'est que si tous les Comoriens, si l'ensemble des Comoriens étaient d'accord sur le point comme quoi les accords de juin, Ahmed Abdallah a obtenu de la part du gouvernement français l'idée selon laquelle les Comores vont accéder dans les mois qui suivent, dans les mois qui suivent à l'indépendance, mais le problème qui consistera à transformer l'Assemblée des représentants en chambre constituante et que Ahmed Abdallah devient automatiquement chef de l'État, n'avait pas mis les Comoriens sur... Les Comoriens n'étaient pas d'accord. Et d'ailleurs, mais on ne va pas insister là-dessus, d'ailleurs, je pense dans mes analyses que les autorités françaises ont profité de cette situation, de cette cacophonie entre Comoriens pour essayer de distiller la difficulté de la balkanisation des Comores en prétextant, et je le dis très bien, en prétextant qu'il y a des divergences au niveau des Comores. Mais là, nous allons revenir là-dessus. Et que, comme je vous ai dit, à partir des accords de juin, à partir des accords de juin, il va y avoir la loi du 23 novembre 1974. Je vais vous montrer un peu parce que j'ai consulté la loi du 23 novembre 1974. Ça c'est la loi du 3 juillet. Excusez-moi. La loi du... Ok. Décidément. Ok, d'accord. Là, c'est un peu difficile. Bon, ça serait un peu difficile pour vous de lire exactement ce qui est écrit, mais je vais vous le lire. Ça, c'est le journal officiel de la France. Et nous sommes ici, là, on va parler de la loi. Là, comme vous le voyez, il s'agit ici de la loi du 23 novembre 1974, organisant une consultation des populations des Comores. La loi, il dit quoi? Dans un délai minimum de 6 mois, à compter de la promulgation de la présente loi, les populations des Comores seront consultées sur la question de savoir si elles souhaitent choisir l'indépendance ou demeurer au sein de la République française. Donc, c'est à partir de cette loi qu'on va organiser le référendum de 1974. Et d'ailleurs, sur cette loi, dans son article 5, il précise très bien qu'il va y avoir effectivement les accords à partir du moment où on va procéder à la décompte. Ça serait par circonscription, mais l'approche sera toujours une approche globale. De toute façon, et à partir de ce moment-là, c'était Olivier Stirn qui était secrétaire d'État chargé des dom-tom. Il l'avait dit à l'Assemblée nationale en France clairement. D'ailleurs, je vais prendre ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit à la première? Oui. Oui. Il avait dit clairement que nous allons faire tout pour faciliter l'harmonie et l'entente de ces îles. Et il avait demandé à la mission parlementaire de l'aider dans cette optique-là. Donc, je le rappelle, avant d'évoluer, la position, s'il y a une constance dans la situation, c'est que la position française a toujours vacillé. Au départ, en 1972, Pierre Messmer, à l'époque, il était ministre des dom-tom, des départements et territoires d'outre-mer. Il avait déclaré à Mayotte, clairement il avait dit aux Mahorais que ça fait 130 ans que vous êtes français. Si vous le souhaitez, vous souhaitez rester français, vous le resterez autant que vous le voulez. Donc, pour paraphraser, c'était ça, c'était pour dire aux Mahorais que vous êtes français. Et si vous souhaitez avoir un statut particulier, vous l'aurez. Ça, c'est Pierre Messmer qui avait dit ça. Après, il a été remplacé par Bernard Stasi, et Bernard Stasi, le même qui a signé l'accord avec Ahmed Abdallah sur les accords de juin, qui a dit clairement que la vocation des Comores, ça serait une vocation de réfléchir. Bernard Stasi, sa position et la position du gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing de l'époque, c'était d'avoir une approche fédéraliste.
Les questions, c'était à la fois de réfléchir sur une question, une espèce de fédéralisme entre les îles, ou bien une espèce de régionalisme entre les îles. Toujours est-il que, de toute façon, l'approche de Bernard Stasi et l'approche du gouvernement français, à cette époque-là, c'était une approche globale. Il va y avoir les élections. Les élections auront lieu, et d'ailleurs, Olivier Stern, il l'avait dit clairement dans le journal Le Monde. Il a dit clairement que la France n'a pas vocation à diviser les Comores pour 3 raisons. La première, c'est que le droit international veut que les territoires d'outre-mer, quand ils vont accéder à leur indépendance, il faut leur donner l'indépendance dans le respect des frontières héritées de la colonisation. La deuxième, la France n'a pas vocation à ériger les Comoriens les uns et les autres. Et la troisième, la France n'a pas vocation à donner des statuts particuliers à chaque île, etc. C'était la position de la France. C'est-à-dire de 1886, date à laquelle on a signé, il y a eu le décret des possessions coloniales des Comores, jusqu'à la loi du 23 novembre 1974, la France n'a jamais remis en cause l'unité de l'entité comorienne, puisque pendant toutes ces années, il y a eu plusieurs lois, que ce soit la loi sur l'autonomie administrative en 1946, que ce soit la loi sur l'autonomie interne, mais toujours est-il que l'unité administrative et de l'entité comorienne a toujours été considérée comme un territoire d'outre-mer. Mais à partir du moment où il y a eu les élections en 1974, 22 novembre 1974, consultation 22 décembre 1974, consultation des populations des Comores, et les résultats ont été sans appel, puisque 94,56% des Comoriens ont dit oui à l'indépendance. Et je le rappelle très bien, parce que souvent on entend certaines choses qui disent, le problème, il y a certaines personnes qui disent, oh, mais la consultation de cette époque-là, on avait demandé île par île. Si chaque île... Non, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas, et je le dis clairement. La question qui a été posée aux Comoriens de cette époque, ce jour-là, le 22 décembre 1974, c'était « Souhaitez-vous que le territoire des Comores soit indépendant ?» Et d'ailleurs, pour vous donner la confirmation comme quoi il n'y a jamais eu une question, pour vous donner la confirmation que les autorités de Mayotte, les députés de Mayotte, les représentants de Mayotte et du mouvement MPR, ils savaient très bien que l'approche était globale, puisque parmi les mémorandums qu'ils ont donnés ou les observations critiques par rapport à l'organisation des élections, les observations pour essayer de dire que les élections ne se sont pas passées convenablement, ils avaient dit clairement que de l'autre côté des îles, on a augmenté le nombre de personnes sur les listes, etc. Or, je le répète, supposons, on va faire une analyse très simple, à supposer que la question était juste de savoir si chaque île doit accéder à l'indépendance, oui ou non. Il faudra se poser la question pourquoi les Mahorais vont se demander si les Comoriens, si à la Grande Comore on a bourré les urnes ou pas à partir du moment où leur destin ne leur concerne pas. Mais si les autorités de Mayotte, ils commençaient, les députés et tout ça, tous ceux qui soutenaient l'idée selon laquelle il faudra que le refus à l'indépendance, ils avaient un droit, ils regardaient ce qui s'est passé de l'autre côté parce qu'ils savaient que l'approche était globale. Donc ceux qui nous disent, oh, effectivement, le problème c'était île par île, ça n'a jamais été le cas d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été le cas. C'est à partir du moment où il y a eu cette élection, il y a eu ces résultats-là, que les problèmes vont commencer. Puisque le 3 juillet 1975, il va y avoir une nouvelle loi qui sera présentée à l'Assemblée nationale de France. Je vais vous montrer cette loi-là, parce que cette loi est très intéressante et il va déterminer l'attitude d'Ahmed Abdallah sur la proclamation unilatérale de l'indépendance. La loi de... On va essayer de voir. Ça, c'est la loi du... Ok, elle est là, la loi. Si vous suivez, vous voyez là, c'est la loi du 3 juillet 1975, c'est-à-dire 3 jours avant l'indépendance des Comores. Donc, cette loi, il dit quoi? Il dit, le territoire des Comores deviendra un État indépendant lorsqu'il aura été satisfait aux conditions prévues par la présente loi. Article 2. Dans les 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, un comité constitutionnel composé de délégués de toutes les formations politiques comoriennes qui ont été admises à participer à la campagne en vue de la consultation
des populations des Comores, des représentants de ces oui, des territoires de l'Assemblée nationale et au Sénat et des membres de la Chambre des députés des Comores établira un projet de constitution garantissant les libertés démocratiques des citoyens et la personnalité politique et administrative des îles qui composent le futur État. Et là, tout de suite après, suivez très bien le paragraphe suivant. Le projet de constitution sera soumis au référendum avant la proclamation de l'indépendance et une date qui sera fixée par le comité constitutionnel. Il devra être approuvé île par île. Vous voyez, c'est à partir de cette loi que le problème va commencer. Île par île et la majorité des suffrages exprimés, à la majorité des suffrages exprimés. Au cas où une ou plusieurs des îles repousseraient, le comité consultatif proposera une autre constitution, un projet de constitution, mais une troisième fois à partir du moment où il dit si de nouveau le projet n'est pas approuvé par l'ensemble des îles, la constitution s'appliquera à celles qui l'auront adoptée. Vous l'avez compris, c'est à partir de cette loi que les choses ont commencé. C'est cette loi qu'on peut appeler la balkanisation. C'est la balkanisation, la loi pour la balkanisation des Comores. C'est cette loi qui a voulu démolir et déconstruire l'unité de la nation comorienne. Et c'est pour cela qu'Ahmed Abdallah Abderrahmane et l'ensemble des députés des Comores, à l'exception des représentants de Mayotte, ont pris la décision de déclarer l'indépendance unilatéralement le 6 juillet 1975. Pourquoi? Parce que si jamais l'indépendance n'était pas proclamée et qu'on va jusqu'à organiser ces élections qui seront ce référendum avec une approche île par île, c'est tout simplement accepter que désormais, il n'y a pas l'unité des Comores n'existe pas, mais que chaque île, peut-être si Anjouan dit il ne veut pas l'indépendance, il peut rester, et la Grande Comore dit il veut l'indépendance, et Moélie, etc. Et là, je salue le génie de ceux qui ont déclaré l'indépendance. Et pourquoi? Ils ont déclaré l'indépendance tout simplement pour éviter à ce que la France déconstrue ou démolit l'unité de la nation comorienne. Et on peut se poser la question, pourquoi la France a voulu rester à Mayotte? Et là, je vais donner mon sentiment personnel. La première question, c'est qu'effectivement, les Mahorais disaient à l'époque qu'ils voulaient rester françaises. Ils voulaient rester françaises. Mais l'approche des Français, si vous regardez sur les archives du Sénat et de l'Assemblée nationale, que j'ai consultées et que j'ai imprimées, le débat, les questions qu'on posait aux autorités de Mayotte, on leur demandait toujours qu'est-ce qui vous pose problème pour vivre avec les autres puisque vous êtes une entité unique. C'était parce que lorsqu'on était territoire d'outre-mer, il y avait des problèmes parce qu'il y avait une hégémonie de la Grande Comore ou de Moroni ou des autres îles contre nous, etc., etc. Et on leur demandait, et si on fait l'indépendance dans l'amitié et la coopération, c'est-à-dire sous le regard de la France, pourquoi vous n'accepteriez pas de faire partie de cette entité? Et les questions tournaient autour, mais à aucun moment, sur ces consultations-là, on avait dit « et vous avez le droit d'accéder à l'indépendance, etc. etc. » Donc, ces questions se posaient à partir de ce moment-là, mais la présence de la France, n'oubliez pas qu'à côté, en 1972, du côté de Madagascar, il y a eu les événements de Diego Suarez, et que la base militaire française de Diego Suarez a été démantelée. Donc, pour la marine française, il fallait absolument avoir un pied sur terre dans la zone de l'océan Indien et particulièrement sur le canal de Mozambique. C'est pour cela qu'il y a eu cette question, cette volonté de changer de position très vite et essayer de maintenir, de garder la question de rester présent au niveau de Mayotte. Et là, le problème, c'est que normalement, si l'indépendance était négociée dans le cadre de ce qu'on appelle dans la coopération et l'amitié, ça n'aurait aucune incidence vis-à-vis de la France, puisque de toute façon, sa présence serait effective ou en tant que parrain ou en tant qu'État ami des Comores. Et il restera comme aujourd'hui où on signe des accords de coopération militaire avec le pays qui nous agresse, mais toujours est-il qu'on signe toujours ces accords-là que je trouve souvent un peu schizophréniques, puisque quand les Comores signent des accords de protection,
les Comores signent avec la France des accords pour nous protéger contre les agressions extérieures, alors que toutes les agressions extérieures que nous subissons aux Comores viennent de la France. Ils parlent en premise de Bob Denard, et surtout que ces mercenaires ont toujours utilisé Mayotte comme tête de pont pour la déstabilisation des Comores. Mais là, c'est tout simplement parce qu'il y a eu parmi les mouvements qui réclamaient l'indépendance aux Comores, le mouvement comme Molinaco et d'autres, ils étaient un peu extrêmes sur la question. Et donc, il n'y avait pas, du côté de la France, cette assurance de se dire, si ce pays accède à l'indépendance de façon, dans l'ensemble du territoire, c'est-à-dire les 4 îles, et que deviendra-t-il si jamais ce sont les extrémistes et ceux qui ne veulent plus la coopération et l'amitié avec la France qui accèdent au pouvoir. Donc, c'était ça, surtout particulièrement, la question qui se posait à ce niveau-là. Et là, la question, puisqu'on on va rentrer dans la deuxième phase, c'est qu'à partir de cette question-là, il va y avoir un problème. Parce que les Mahorais, normalement, à partir du moment où la France a reconnu le 9 décembre, le 9 juillet, par un communiqué qui a été publié le 10 dans le journal Le Monde, un communiqué du gouvernement français, qui reconnaît l'indépendance aux 3 îles, mais qui garde sous la protection française, sous le giron colonial, la Mayotte. Et là, les choses ont commencé et il a fallu à ce qu'on présente encore une fois un nouveau texte au niveau de l'Assemblée nationale pour régir le statut de Mayotte. Et là, ce qui est un peu schizophrénique dans cette situation, c'est quoi? Parce que je vous le dis clairement, moi, personnellement, tout ce qu'on voit dans les cours constitutionnels africains, tout ce qui se passe dans nos pays, dans nos républiques bananières, je vous assure, ces gens-là, ils sont en train de rendre hommage aux institutions françaises des années 70. Parce que l'attitude de l'Assemblée nationale française et l'attitude du Conseil constitutionnel français sur la question de Mayotte est vraiment indécent. Sur la question de l'intégrité territoriale des Comores est vraiment indécent. Parce que on verra dans le moment où on aura abordé la phase du débat juridique, les positions. Mais dans tous les cas, les Comores ont déclaré l'indépendance et à partir du moment où les Comores ont déclaré l'indépendance, le 6 juillet 1975, et le 12 novembre, comme aujourd'hui, le 12 novembre 1975, les Comores sont admises aux Nations Unies comme un État souverain et sa souveraineté couvre la totalité des îles de l'archipel, c'est-à-dire Mayotte, Anjouan, la Grande Comore et Moélie. Et c'est ça la question, c'est qu'à partir du moment où les Comores sont reconnus sur le plan international, ça veut dire que toute action que la France engagera sur le territoire de Mayotte, puisqu'il s'agit de Mayotte comorienne, ça veut dire tout simplement que la France fait de l'ingérence ou viole l'intégrité territoriale des Comores. C'est pour cela qu'au niveau du droit international, les élections que la France a organisées le 8 février 1976 à Mayotte, ainsi que les élections du 11 avril 1976 sont nulles et non avenues parce que la résolution 3385 des Nations Unies qui reconnaît l'admission des Comores aux Nations Unies et qui reconnaît l'indépendance des Comores et la souveraineté des Comores dans l'ensemble des 3 îles a fait ce qu'on appelle une condamnation par anticipation. Il a non seulement reconnu les Comores comme une entité souveraine reconnue par le Conseil des Nations, mais a condamné les futures consultations politiques que la France organiserait sur le territoire des Comores en vue de vouloir garder Mayotte. C'est ce qu'on appelle des condamnations par anticipation. Et depuis ce jour-là, pratiquement une vingtaine, voire même plus, de condamnations des Nations Unies vis-à-vis de la France. On viendra sur la question du débat après. Et à partir de ce moment-là, pour terminer cette première partie, c'est que le 6 février, il va y avoir, je vous ai dit, la dernière fois, là, je l'avais vu, pour ceux qui m'ont suivi en comorien, j'avais expliqué que l'attitude de la France est très intéressante à observer au niveau des Nations Unies. Le moment où on organise l'admission des Comores à aux Nations Unies le 12 novembre, le 17 octobre de la même année, il y a eu un conseil de sécurité pour valider les délibérations en vue de l'acceptation des Comores et de l'admission des Comores à l'indépendance aux Nations Unies. La France était présente, mais la France n'a pas exprimé un avis défavorable pour arrêter ce processus.
Premier élément. Et pourtant, il avait un droit de veto. Il aurait pu utiliser son veto à ce moment-là pour arrêter le processus. Parce qu'en vérité, cette question, c'est une question qui met mal à l'aise les administrateurs français et qui met mal à l'aise des politiciens sincères français sur cette question-là. Parce qu'il n'y a aucune raison. D'ailleurs, je le rappelle très bien, on le verra plus tard, que dans la préambule de la Constitution de 1946 en France, dans sa préambule, il dit clairement que la France, fidèle à sa tradition, ne peut pas violer le droit international. Et pourtant, sur les Comores, la France viole et continue de violer depuis 45 ans le droit international. Ça, c'était intéressant à le dire. Et le pire, c'est quoi? C'est que, et là, je m'adresse à nos frères mahorais. Est-ce que vous avez, à un moment donné, vous vous êtes posé la question, comment se fait-il que l'organisation de l'élection, c'est-à-dire, c'est la loi, là où nous sommes sur une nouvelle loi qui sera présentée qui a été présentée au niveau de l'Assemblée nationale française, c'est ce qu'on appelle la loi du 31 décembre 1975, qui va organiser les élections à Mayotte, double élection. Premier référendum, c'était pour que Mayotte choisisse sa position. Et là, sur la question qu'on a demandé à Mayotte, figurez-vous, on demande aux Mahorais s'ils acceptent de rester, veulent-ils rester dans la République française ou ils souhaitent rejoindre l'État comorien. Mais là, on est en droit de se poser des questions. À partir du moment où vous considérez que les Mahorais ne sont pas français, ne sont pas comoriens, puisque vous avez dit ils ont choisi d'être français. Mais je ne vois, je vois pas la logique. Mais pourquoi vous allez demander à une entité que vous considérez comme étant une entité qui fait partie de la République française, si elle souhaite intégrer un territoire étranger, puisque les Comores, finalement, à partir du moment où nous sommes reconnus aux Nations Unies, ça veut dire que nous sommes devenus un État étranger par rapport à la France. Je ne comprends pas. Et d'ailleurs, je demande aux Mahorais, est-ce qu'ils se sont posé la question pourquoi la France n'a pas demandé aux Mahorais, le 8 février, si vous souhaitez rester dans la République française ou bien rejoindre Madagascar? Souhaitez-vous rester dans la République française ou bien rejoindre le Cameroun? Souhaitez-vous rester dans la République française ou bien rejoindre n'importe quel pays du monde, ou le Guatemala? Tout ça, c'est pour dire que l'attitude de la France sait pertinemment que Mayotte est comorienne. Et d'ailleurs, on l'a vu récemment, malgré que les Mahorais le Mayotte est devenu un département, on leur invite au Quai d'Orsay pour discuter sur un projet de reconfiguration de l'archipel vers une reconfiguration d'un archipel des Comores ou quelque chose comme ça. Mais comment voulez-vous que le moment, comment voulez-vous que au moment où on discute de la question du statut des Comores, au moment où on discute du statut des Comores, Yaïch, arrête. Au moment où on discute du statut des Comores, juste une seconde s'il vous plaît. Vous m'excuserez, chers amis, c'est mon fils qui est venu m'importuner un petit peu. Toutes mes excuses. Donc, c'est pour vous dire par rapport à cette question-là que, bon, voilà, la question, le débat après, c'est quoi? La deuxième phase, c'est qu'il va y avoir deux positions. La position de la France, c'est sur ce qu'on appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La France considère que Mayotte est un territoire qui appartient à la France. Donc, l'article 53 de la Constitution française dit que nul ne peut accorder ou céder ou faire une adjonction d'un territoire sans le consentement de ce peuple. D'ailleurs, c'est cet article 53 qui a été visé dans le cadre de la consultation du 22 décembre 1974. Et à partir de ce moment-là, à partir de cette question-là, il va y avoir un vrai débat constitutionnel en France.
Et là, je voudrais dire tout simplement à mes frères, à nos frères mahorais, que souvent, quand ils voient, par exemple, moi je suis comorien, même si je suis franco-comorien, moi je suis comorien, si j'interviens ici pour dire que ce que la France fait à Mayotte, en gardant Mayotte contre le droit international, en violant le droit international, c'est illégal. Il y a des gens qui me disent c'est parce que je suis comorien. Et là, je vais leur dire clairement que ce jour-là, je prends deux décisions. Je vais prendre ce qu'on appelle, c'est la saisine. Là, ça c'est la décision, ça c'est la saisine de 60 députés. Vous voyez ici, ça c'est une saisine qui a été faite par 60 députés auprès du Conseil constitutionnel français. Et avec des arguments que je vais vous développer, certains arguments de façon succincte. Mais pour vous dire quoi? Pour vous dire tout simplement que ceux qui pensent que quand Caïs ou n'importe quelle personne, n'importe quel Comorien parle de Mayotte comorienne, il le dit parce qu'il est Comorien. Non, on le dit parce que c'est le droit international. Et il se trouve que nous sommes Comoriens, donc nous sommes doublement convaincus qu'il y a une injustice. Et je vais vous voyez là, ça c'est la décision de la Cour constitutionnelle française. C'est une honte cette décision. C'est la décision du 30 décembre 1975 qui a violé le droit international, qui s'est torpillé, les sages, on les appelle les sages du Palais Royal à l'époque, ils ont tout fait pour piétiner le droit international. Et j'ai surligné certains députés. Ce sont des noms quand même: Gaston Deffer, Pierre Joxe, Jean-Pierre Chevènement, Pierre Mauroy, André Bouloche et tant d'autres députés. Ces gens-là, ces 60 députés, ils ont saisi la Cour constitutionnelle française le 30 décembre 1975 pour lui dire tout simplement une seule et unique chose, c'est que cette loi qui vise à balkaniser les Comores est illégale, est contraire à notre constitution et viole le droit international. Donc, à nos amis de Mayotte qui disent que oui, ce sont les Comoriens, ils sont jaloux de nous, ce sont ceci, ce sont cela. Non, Jean-Pierre Chevènement n'est pas comorien. L'ancien Premier ministre Pierre Mauroy n'est pas comorien. Ou André Boulot n'est pas comorien. Pierre Joxe n'est pas comorien. Et 60 députés de la France qui ont signé cette saisine auprès de la Cour constitutionnelle pour demander à la Cour constitutionnelle de déclarer illégale ou anticonstitutionnelle cette loi qui va balkaniser les Comores, ce sont des députés français. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, certains arguments fallacieux que certains viennent nous dire, oui, c'est parce que vous êtes Comoriens, oui, c'est parce que vous voulez à ce qu'on vous rejoigne là-bas, parce que vous avez des difficultés. Je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours. Le droit à un peuple d'avoir son indépendance ou le respect de la légalité du droit international, c'est une chose. Et aussi, la mauvaise gestion que certaines personnes ont fait de la gestion de l'indépendance des Comores en est une autre. Mais il suffit de regarder les comptes rendus de la Cour des comptes en France pour voir aussi la gabégie et la corruption qui caractérise le département de Mayotte sur certaines choses. C'est pour vous dire que la corruption, il est à la fois chez vous comme il l'est chez nous. Mais ça ne change rien. De toute façon, ce n'est pas parce qu'une famille est pauvre qu'un riche peut se permettre d'aller kidnapper un enfant et dire je vais élever cet enfant sous prétexte que j'ai de l'argent. Ça ne se fait pas comme ça. Nous sommes une société civilisée. Il y a des règles de droit. Et que d'ailleurs, ceux qui ont saisi, ces députés-là qui ont saisi le Conseil constitutionnel français, ils expliquaient que cette position de la France est extrêmement dangereuse parce qu'elle décrédibilise la parole de la France sur le plan international. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la France ne peut pas lever la voix contre la Russie de Poutine sur la Crimée, parce que la Russie dit tout simplement que vous l'avez fait, ça fait 45 ans que vous violez le droit international au sujet de Mayotte, par exemple. Et tout ça, ce sont des débats, toutes ces questions-là. Et il y a certaines personnes qui disaient, et d'ailleurs ce sont ces députés-là qui l'ont dit, ceux qui disent que oui, on peut considérer les entités comoriennes, les îles comoriennes, comme chaque île comme une entité particulière, étant donné qu'ils sont séparés par les eaux, par les océans ou par la mer et tout ça, des mers internationales. Et eux, ils ont dit quoi, les députés? Ils ont dit, mais la Corse aussi. Mais comment se fait-il qu'à chaque fois qu'on fait un référendum en France, on considère
de façon globale les résultats de la Corse par rapport aux Comores, par rapport à la France continentale. Pourquoi on n'accorde pas un statut particulier aux Corses sous prétexte qu'ils ont voté le non là-bas alors que nous, on a voté le oui? Il y a aussi la question de dire que Mayotte est un territoire conformément à l'article 53 de la Constitution française. Ils ont répondu non, parce que depuis le décret de 1886 jusqu'à la loi du 23 novembre 1974, il n'a jamais été question de remise en cause de la part de l'État français de l'unité administrative et l'unité de l'État comorien. C'est pour cela qu'ils ont dit c'est illégal. Et deuxièmement, ils ont expliqué aussi que le fait que la France dit dans sa préambule, dans la Constitution, dans sa préambule, que la France ne violera pas, la France, dans sa fidélité à la loi, il ne marchera pas sur le droit international. Il l'a fait pour le cas des Comores. Et donc, tous ces arguments-là, il y a tout un tas d'arguments par rapport à ces questions-là, c'est pour dire. Et que l'organisation qu'on a fait, toutes ces élections qu'on fait aux Comores sur le plan du droit international, ce sont des élections nulles et non avenues pour une raison très simple. C'est tout simplement parce que ce sont des élections qui sont organisées dans un territoire occupé selon le droit international. C'est pour cela que je le dis. Maintenant, pour terminer, par rapport à l'avenir, quelle est ma vision? Moi, je dis une chose. Il y a 3 problèmes qui se posent dans la question de Mayotte. Il faudra qu'on se dise clairement les choses. Les Mahorais ont toujours dit que Mayotte veut être française, ou Mayotte est français. Oui, l'île de Mayotte est française. Mais moi, ce que je dis, c'est ça. C'est que les Mahorais sont français. Comme moi, je suis français. J'ai la double nationalité. Je suis comorien et je suis français. Les Mahorais sont françaises. Mais le territoire de Mayotte est comorien, selon le droit international. Et il y a un problème. Il suffit de regarder un article qui a été écrit par Yves Tréa, un éditorialiste du Figaro, qui disait qu'il y a un problème. La question de Mayotte nous pose problème puisque Mayotte n'est pas comme La Réunion. Parce que dans son argument, c'est quoi? C'est parce que Mayotte est musulman. Est musulmane. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra que la République trouve une solution sur une adaptation de la loi de la République à chaque fois sur la spécificité religieuse de Mayotte. Et ça gêne l'administration française sur cette question-là. Deuxième chose, Mayotte, la France ne peut pas contenir la problématique de l'immigration dans cette île. Il est impossible. La France n'arrivera jamais à régler ce problème-là. C'est pour cela que d'ailleurs dans une vidéo que vous pouvez voir sur Internet, vous regardez sur une vidéo de ce qu'on appelle les talks du Figaro, Mansour Kamardine était invité par Yves Tréa, et je pense que c'est à la 10e minute ou 8e minute, il dit clairement que depuis 1978, les administrateurs du Quai d'Orsay ne veulent plus que Mayotte soit française. Cette phrase ne sort pas de la bouche d'un Comorien. Cette phrase sort de la bouche de Mansour Kamardine, que vous connaissez très bien. Parce que Mansour Kamardine sait très bien que la question du département de Mayotte, c'est la consultation du 11 avril 1976 jusqu'au moment où on leur a accordé le département. Les autorités françaises ont toujours traîné les pas sur la question de départementalisation de Mayotte parce que dans la tête des Français, des autorités françaises, à un moment ou à un autre, Mayotte doit rejoindre son giron naturel. Ils peuvent continuer. C'est pour cela qu'à chaque fois, je me pose la question à nos frères et sœurs mahorais. À chaque fois, on fait quoi? On met un panneau pour dire que Mayotte est française. Mais Mayotte est français. Si vous le dites. Mais de toute façon, à quoi ça sert à chaque fois qu'il y a une élection, d'aller demander aux présidents qui se présentent, qui vont là-bas, aux candidats, de vous confirmer que Mayotte restera toujours française? Ça veut dire qu'il y a un problème. Et que ces gens-là, ils viennent vous demander, oui, Mayotte est française, c'est une fierté, etc., etc. Et à l'issue des élections, ils reviennent vers vous pour vous dire, oh, il faudra qu'on commence à discuter un petit peu sur une possibilité de voir comment vous pouvez intégrer votre giron naturel avec les Comores. Essayons de faire comme en 1975, on avait parlé d'une question de confédération, on a parlé de... Toutes ces questions sont posées. Moi, ce que je dis à nos frères mahorais, de toute façon, à un moment ou à un autre, on sera amené à se poser pour discuter de notre avenir dans cette région. Et l'une des questions, ceux qui pensent que la haine entre Anjouanais, Comoriens, Grands Comoriens, Moëliens ou bien les Comoriens et les Mahorais, ceux qui pensent que la haine peut rester pendant des années et des années, je voudrais juste vous donner un exemple. Vous savez qu'en 1974, il y a eu un vrai débat à Mayotte. Il y a eu des gens qui ont été molestés parce que ces gens-là, ils étaient dans le camp de serrer la main.
Et les Seroda ne les acceptaient pas. Sererame, ça veut dire ceux qui voulaient que les Comores soient indépendantes. Ça, c'est les Soufsabil, ça, c'est le Boura Ramadan, ça, c'est le... Et d'ailleurs, je vous le dis clairement, vous pouvez imaginer le président du département de Mayotte aujourd'hui, Sobahadine Ramadan, son père, c'était un Serelamain. Et deuxième élément, le maire de Mamoudzou, de Dzaoudi, l'abattoir Dzaoudi, c'est de Marouali. Sa mère, Kalou Hamis, c'était une Serelamain. Aujourd'hui, vous avez des enfants de Serelamain, c'est-à-dire ceux que hier, en 1974, on n'assistait pas aux funérailles de ces personnes-là, on n'achetait rien dans leur boutique. S'il leur arrive malheur, personne ne leur rendait visite. Et toute cette haine s'est résorbée aujourd'hui parce que ces gens-là, ils voulaient juste l'indépendance. Et d'ailleurs, pour terminer, je dirais clairement que de tous les Comoriens, ceux qui avaient vu juste, ce sont les Serelamains de Mayotte. Parce que les Serelamains de Mayotte, ils demandaient quoi? Ils disaient oui à l'indépendance. Parce qu'il n'y a pas plus chez un humain qu'avoir le droit de décider de son propre destin. Ceux qui disent, comme Obama l'avait dit, c'était regrettable de l'entendre dire que, de dire que indépendance Yama, Diaou, etc. J'en sais rien, mais je ne peux pas imaginer qu'une personne constituée ose dire que l'indépendance de merde, alors que l'indépendance, c'est cette possibilité qu'on lui donne pour pouvoir gérer son propre destin. Que des personnes disent qu'on est inquiet dans l'organisation de ce que nous allons essayer de faire ensemble dans ces îles-là, mais dire que l'indépendance, on n'en veut plus. Moi, si jamais il y avait des Mahorais qui disaient de toute façon, on veut être indépendant, mais on veut être indépendant seul, ou etc., etc., peut-être, ou certaines personnes, on se disait, on dirait que, effectivement, peut-être, ou au moins il y a une raison. Mais quand on explique ça, ça veut dire quoi? De dire que l'indépendance de merde, ou ce pays, etc., etc. Les Serelamains de Mayotte, les Soufsabil, les Boura Ramadan, tous ces gens-là, ils disaient quoi? Oui à l'indépendance, mais oui à une autonomie financière de chaque île et de façon à ce que aucune île n'empiète sur les affaires de l'autre. Malheureusement, 45 ans plus tard, nous sommes en train de nager là-dedans. Les Mahorais, ils sont français, certes, mais ils veulent qu'on leur rassure chaque fois qu'ils sont vraiment français. Ça pose un problème. Les Comores sont indépendantes, mais la gestion de l'indépendance est chaotique. Ça pose un autre problème. Mais de toute façon, nous sommes tous là, qu'on l'accepte ou pas, nous sommes des frères et des sœurs. Je l'ai toujours dit, j'ai plus de maisons familiales à l'abattoir à Mayotte que dans n'importe quelle ville aux Comores, exception faite pour ma ville natale, Awani. Ça veut dire j'ai beaucoup plus de tontons, des tatis, des cousins à l'abattoir à Mayotte que dans n'importe quelle ville des Comores. Et certaines personnes vont nous dire non, on n'est pas des frères ou on n'est pas des sœurs. Non, à un moment ou à un autre, on serait amené à s'asseoir sur une table, pour discuter autour d'une table plutôt, pour discuter de notre avenir commun. Quelle que soit l'issue, mais de toute façon, ça ne peut pas continuer comme ça. À chaque fois, certaines personnes disent oui, on est français, mais vous êtes français, mais moi-même je le suis. Moi-même je suis français. Et vous êtes français. Le problème n'est pas là. Donc, c'était juste par rapport à ça que j'ai voulu intervenir aujourd'hui, d'abord pour rendre hommage à ceux qui ont fait pour l'admission des Comores à l'indépendance aux Nations Unies, et aussi tendre la main, ou bien de dire clairement, et plutôt d'essayer d'expliquer à ceux qui ne connaissent pas ce problème-là et les difficultés qui ont jalonné le chemin de l'indépendance des Comores et ce différent franco-comorien, de mieux saisir et cerner les racines historiques de ce problème, et aussi tendre la main à nos frères de l'autre côté, de réfléchir ensemble. Ou bien de commencer par dire la vérité. Et quand on dit dire la vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement avoir des intellectuels mahorais et des intellectuels comoriens qui acceptent de faire des colloques et faire en sorte que des Mahorais viennent aux Comores, à l'Université des Comores, pour défendre leur position et expliquer le pourquoi du comment, et que des Comoriens aillent à Mayotte. Mais quand on arrive à une situation où des intellectuels mahorais refusent carrément qu'un Comorien vienne parler ou faire une conférence sur cette question-là, là, ça pose un problème. Là, il y a un vrai problème. Comment on peut se dire qu'on est français? Comment on peut se dire qu'on est une personne constituée, mais on refuse le débat intellectuel? On refuse d'échanger.
On refuse même. Il y a même certaines personnes qui me disent clairement ici que de toute façon, le jour où tu viendras à Mayotte, on va te tabasser ou on va t'agresser. Mais au nom de quoi? Moi, je l'ai toujours dit, je suis français et je suis comorien. Et quand je serai à Mayotte, je serai chez moi. Que je sois comorien, que je sois français, je serai chez moi. Et personne ne m'interdira de ne pas aller à Mayotte. Et je viendrai d'ailleurs dans les semaines ou dans les mois qui suivent, je viendrai à Mayotte. Et j'aimerais bien, j'organiserai forcément une conférence pour parler de ces sujets-là et de discuter de ces sujets-là. S'il y a des Français qui ne supportent pas, s'il y a des Français mahorais qui ne supportent pas le débat et la liberté d'expression, et là, on doit se poser des questions. Mais comment ils peuvent dire qu'ils sont français, mais ils ne supportent pas la liberté d'expression? Parce que être français, ce n'est pas avoir une conception très alimentaire de la citoyenneté française. Ce n'est pas parce qu'on veut avoir les droits, etc., qu'on dit qu'on est fier d'être français. Non. Être français, c'est aussi accepter la liberté d'expression. Être français, c'est accepter que l'autre peut venir te dire clairement, mais on est nombreux à ne pas supporter les idées de Marine Le Pen. Mais on se battrait toujours pour qu'elle puisse les exprimer, parce que nous sommes français, parce que nous sommes fiers d'être français et parce que nous sommes attachés à la liberté d'expression. Ça, c'est très important. C'est pour cela que je le dis. Et personne ne me dira, oui, toi tu es comorien, quand je serai à Mayotte, tu vas me dire, oui, tu es... Mais non. Si je suis à Mayotte, que certaines personnes veulent me considérer comme un étranger à Mayotte, dans ce cas-là, je lui dirai clairement que si il y a un seul étranger à Mayotte, ça serait le préfet. Parce que moi, je serai doublement chez moi. Si je considère mon appartenance à cet État qui viole le droit comorien, je dirais que je suis chez moi parce que je suis aussi de nationalité française, cette nation qui viole le droit international. Mais si c'est par rapport au droit historique de ce territoire qui est comorien reconnu par les Nations Unies, je suis comorien et je suis chez moi. Dans tous les cas, réfléchissons ensemble. À un moment ou un autre, le moment où on dégagera ce régime de pourriture qui est aux Comores, ceux qui seront élus légitimement aux Comores auront un mandat clair et net, octroyé par le peuple comorien pour s'adresser à la France au nom de la dignité du peuple comorien et au nom du droit historique du peuple comorien à revendiquer sa souveraineté. Et dans ce jour-là, on discutera avec nos frères mahorais parce que ceux qui seront de l'autre côté auront de toute façon, ceux qui seront de l'autre côté auront la légitimité de discuter. Mais le régime d'Azali ne discute pas. Le régime d'Azali, quand il va discuter avec Macron, il ne discute pas au nom du peuple comorien, puisqu'il n'a pas la légitimité de discuter au nom du peuple comorien. Pas du tout. Il va tout simplement discuter avec Macron parce qu'il sait qu'il doit accepter de faire toutes les concessions et les compromissions possibles, y compris celles qu'a signées récemment en juillet de l'année dernière, pour dire clairement qu'ils accepteront même l'installation d'un radar aux Comores, à Domoni pour surveiller la circulation. Mais quelle personnalité comorienne qui sera investie de l'onction de la souveraineté ou du suffrage universel comorien accepterait de signer un chiffon pareil? Jamais de la vie. Je vous dis à bientôt, chers amis, et c'était un plaisir de discuter avec vous sur ce sujet-là. Merci.